comme je l'ai dit, dans la plupart des cas quand même, vous n'allez pas voir des gens on ne vous les adresse pas pour leur obésité. On vous les adresse pour un problème bien particulier. Généralement, c'est soit parce que la personne est en situation d'obésité, parce que c'est une recommandation, on vous demande une exploration spécifique, ou bien en fait, indépendamment de son poids, vous allez recevoir un patient et il se trouve que, eh bien, il a tel âge, eh bien, il a tel métier, et puis, incidemment, il est en situation d'obésité. Voilà, globalement, c'est ça les deux. Et vous le savez, l'obésité, c'est une maladie, et ce que je vais essayer de faire aussi, on va discuter des situations cliniques, c'est que vous puissiez intégrer quelque part en arrière dans votre tête, dans cette zone qui ne fait pas toutes vos décisions médicales, mais qui les enrobe, mais qui, vous voyez, ce petit truc en plus qu'on met, non seulement que vous mettiez ce qui est efficace, et surtout qu'on vire ensemble, qu'on enlève ensemble ce qui est faux, inutile, inefficace, voire délétère. Alors, ça commence par Fadila. Fadila, elle vous est adressée pourquoi? Elle vous est adressée pour somnolence. On va même pas se mentir, parce qu'elle est fatiguée. Voilà. Et puis, manque de peau, le médecin du sommeil, c'est un peu comme l'endocrinologue. L'endocrinologue, il n'a pas de chance, la thyroïde, elle s'est fait étiqueter glande de la fatigue. Donc, à qui on adresse, comme maintenant quand les gens sont fatigués? À l'endocrinologue ou au médecin du sommeil. Voilà. C'est pratique, c'est très bien. Donc, elle a un IMC à 32,4. Alors, le psychiatre, ça vient après. Quand on a bien montré qu'il n'y avait rien d'organique, on va dire, bon là, on va oser dire que... Bon. Alors, elle a 3 enfants, dont 2 faisaient plus de 4 kilos à la naissance. La mère en obésité grade 2, le père en obésité grade 2, on ne change pas d'où on vient. Donc, vous la voyez, je pense que vous l'avez souvent reçue, Fadila, quel que soit son prénom. Une hypertension diagnostiquée en 2022, sous bithérapie. Elle a tenté à peu près tous les régimes de la création, bien sûr, comme tous ceux qui vous voyez. Elle est inhabituellement fatiguée, elle n'en peut plus, elle est essoufflée, elle ne se supporte plus, c'est ce qu'elle vous dit vraiment en consultation. Elle a mal aux genoux, elle faisait de la marche nordique qu'elle a stoppée et aucun bilan réalisé depuis 3 ans. Je veux que, qui n'a jamais rencontré Fadila en consultation, levez la main. Voilà. Pour qui c'est à peu près quelque chose d'habituel. Voilà. On est bien d'accord, je ne vous parle pas de quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Ok. Alors, qu'est-ce que vous vous dites? Donc là, on va le faire à main levée, hein, je n'ai pas fait le diapo et slide. Qui se dit, alors, pas de honte, sauf si vous avez honte, ne levez pas. Moi, mon truc, c'est le sommeil, donc, parce qu'il faut bien faire quelque chose. C'est-à-dire, vous avez fait l'interrogatoire, c'est bien. Là, on fait quoi? Alors, moi, mon truc, c'est le sommeil. On va commencer par évaluer le sommeil et on fera un enregistrement dans tous les cas. Pas au début. Alors, qui lève la main pour dire « Ouais, ça correspond à ce que j'ai dans ma tête ». Pas au début. Ok, donc il y en a. Alors, justement, je vous donne. Mon truc, c'est le sommeil. Je vais évaluer sa somnolence, son humeur et je verrai si je fais un enregistrement. Oui, ça, je peux le faire. Moi, mon truc, c'est le sommeil, mais pas que. Donc, on va commencer par évaluer son alimentation et son activité physique en plus du sommeil. Oui. Très bien. Vous avez combien de temps de consultation? Donc, en 30 minutes, vous allez évaluer son alimentation, son comportement alimentaire, son activité physique et son sommeil. Non, mais là, tout de suite, là, maintenant, on est en temps réel, on est en consultation. C'est juste avoir une idée, grosso modo, de ça. D'accord. On s'alimente rapidement, en fait, son sommeil, tout ça. Le but de l'atelier, c'est pas de tester vos connaissances, c'est de partager nos pratiques et de partager nos galères. Ok? Donc, moi, mon truc, c'est le sommeil. Pas besoin d'un bilan sanguin, son médecin traitant s'en chargera. Non. Pas du tout. Au Maroc, on n'a pas de médecin traitant. Donc, ou un autre médecin s'en chargera. Non. On chargera nous-mêmes. Moi, mon truc, c'est le sommeil, mais ce n'est pas encore le moment d'y penser, il y a plus important. Non. On va commencer par faire un bilan et après, oui, on passera au sommeil. Il faut voir la question dans sa globalité. On peut maîtriser le temps. Si on a les choses bien faites, on peut maîtriser le temps. Et on peut faire la troisième question, c'est elle qui va généraliser le tout. Parce que si on commence à fragmenter la médecine, on ne va pas s'en sortir.
Il faut la prendre en ensemble, dans sa globalité. Est-ce qu'on est bien d'accord? Allez-y, rebondissez, on est là, on a le Alors temps. là c'est une attitude, oui. La première consultation, on va faire passer là. On n'est pas obligé de sortir avec un résultat final tout de suite. Donc, on va voir la patiente au fur et à mesure. On va commencer peut-être par un bilan sanguin. Et après, on va lui dire, je fais ceci en fonction de ce que je vais trouver. Donc, moi, je vais passer à autre chose. Et ben, ça va se faire progressivement. De toute façon, là, il n'y a pas d'urgence. Donc, on va faire au fur et à mesure jusqu'à trouver le bon truc. Voilà. Donc on est tous d'accord pour dire qu'en fait, il ne va pas y avoir début, fin, bonjour, sommeil, montrant du sommeil, au revoir, sommeil. En gros, nous ne sommes pas des polygraphes, d'accord? Même si c'est des polygraphes super sexy, mais on n'est pas des polygraphes, mais d'un autre côté, on aimerait embrasser le tout, faire une médecine holistique. Ça, c'est une bonne intention. Maintenant, comment on va s'organiser pour faire ça? Est-ce que c'est vraiment simple pour vous en pratique? C'est ça les pistes qu'on va suivre. Ou enfin, voilà, finalement, qui se dit que mon truc soit le sommeil ou pas, par quel bout je vais prendre tout ça? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est la question finalement qu'on se pose tous, et à chaque consultation, et dans notre façon de pratiquer ce métier qu'on aime? Et ici, excusez-moi, il ne faut pas oublier qu'au Maroc, tout ce qu'on demande, le patient le paye. Donc, on ne peut pas commencer à dire on va faire, parce que le patient il a pour payer une consultation et pour qu'on l'aide à trouver une petite solution. C'est la première consultation, comme elle a dit. Elle est précieuse. Voilà. Je vais vous dire, même si en France, tout est remboursé, mais c'est la même problématique. C'est-à-dire que de toute façon, ce qui limite le patient, c'est même, là, pour le coup, c'est pas le financier. Et pourtant, les patients limités, c'est le temps que ça prend. C'est tout ce qui est noyé. Et ça, vous remarquez que les soins soient remboursés ou pas, et bien c'est le temps que ça prend. Et finalement, je dirais même qu'avec la facilité de demander plein de bilans, on noie la motivation du patient dans l'ensemble des bilans. Donc, ce n'est pas quelque chose d'évident, même si le financier est un facteur limitant. C'est-à-dire, de toute façon, quels que soient les obstacles qu'on a, on va retomber sur la même chose pour être efficace, pour être efficient, que mon truc soit le sommeil ou pas. Par quel bout je vais prendre tout ça? Et vous voyez, je veux dire que des deux côtés de la Méditerranée, même si on n'a pas les mêmes limitations, on se pose la même question chez ces patients. Parce que finalement, s'agit-il d'une obèse possiblement diabétique? Ces deux enfants qui ont 4 kilos, on sait très bien ce qui se cache génétiquement en dessous. Hein, elle a fait du diabète gestationnel probablement, qui, vous le savez, est révélateur génétique de la prédisposition au diabète de type 2. Donc cette patiente, est-ce une diabétique de type 2, accessoirement hypertendue en obésité? Est-ce une patiente en obésité, accessoirement hypertendue diabétique? Le spécialiste de l'hypertension va dire, est-ce une hypertendue qui est aussi obèse et diabétique? C'est super difficile d'appréhender le tout. Alors, moi, je pense que de toute façon, il faut trouver le juste milieu. Mon truc, c'est le sommeil, parce qu'on me l'a adressé pour ça, à la base. Et si on regarde un peu toutes les recommandations, d'accord, elle a un IMC donc supérieur à 30, mais il est inférieur à 35. Donc on ne va pas être systématique, mais vu la symptomatologie, de toute façon, je ferai une erreur. Donc, je ferai une erreur de ne pas faire. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois holistique, mais dans cette holistique, on est bien d'accord qu'il faut garder, et c'est ça qui est super dur, on a une pneumopathie franche lobée aiguë, pas compliqué. D'accord? C'est-à-dire le aigu d'abord, puis le chronique, on y réfléchira après. Là, quand tout est chronique, c'est super difficile. Donc, moi, c'est ce que je propose. C'est aussi un comment je fais, un how I do it, comme on dit. Et on va commencer, on fera un enregistrement dans tous les cas. Par contre, donc, je verrai si je fais un enregistrement, non, mais je vais évaluer bien sûr la clinique, ça c'est évident. Voilà. Mais par contre, commencer par évaluer alimentation, activité physique en plus du sommeil. Non, la première chose que j'évaluerai, c'est déjà qu'est-ce qu'on sait déjà. Parce que est-ce que vous imaginez ce que c'est pour quelqu'un en obésité de devoir redire à chaque fois ce que je vais manger et comment je bouge? Et ces questions, elles sont, excusez-moi, réfléchissons un peu, elles sont intrusives. Elles sont intrusives, on va l'évaluer. Mais il ne faut pas perdre de vue, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Et ça veut dire qu'on demande aux gens comment ils mangent, comment ils bougent leur corps, comment ils dorment. Donc, plus qu'une question, comment ils... Et là, on est au cœur de leur intimité. Et ils nous la confient.
Les médecins, les soignants, c'est quand même un des trucs super précieux. Et ça, il faut bien le considérer, mais il faut considérer que ces questions qu'on pose, elles sont intimes. Et pour ces questions-là, le patient obèse qui est devant nous, Dieu sait combien de fois cette question lui est posée. Et donc on le repousse encore, et c'est très gênant pour lui. À chaque fois d'entendre la même chose, les mêmes conseils, etc., et que malgré tout ce qu'il fait le pauvre, il ne maigrit pas. C'est pour ça que j'ai mis en orange ce que je ne ferai pas personnellement. Voilà. Mais ce n'est pas le moment d'y penser, il y a plus important. Il ne faut pas oublier quand même la personne est venue pour une demande chez quelqu'un qui est un peu expert dans tout ce qui est somnolence, donc il faut quand même le mettre comme porte d'entrée. C'est pour ça que, quoi qu'il en soit, même si le patient, on a envie d'être holistique, la première consultation va être celle où on va construire tout le reste. Donc ce premier pas, il a été autour de sa somnolence. Moi, je vous conseille, parce que quand on vient vous voir, j'ai l'étiquette expertise, somnolence, etc. Donc là, le patient, il vient me voir pour ça. Donc c'est à travers cette fenêtre qu'il va me voir, à moi de lui donner des bonnes surprises. Il va sûrement trouver plus, parce que tous vous êtes motivés par cette approche holistique. Encore faut-il que ce plus que vous allez proposer, une nouvelle façon de voir, une nouvelle porte d'entrée vers son sommeil, soit pas un moi. Donc c'est pour ça que je conseille toujours au début de se demander que clairement, par quel bout je vais prendre tout ça, parce que je vais prendre tout ça et on est tous d'accord pour faire quelque chose d'holistique, mais par la porte d'entrée de mon expertise. Donc c'est pas évident. Pardon, vous savez, ce cas-là, nous, on l'a vécu. Ah ben Parce tous que les jours. Maintenant, on parle de médecins de sommeil, mais avant, il n'y avait pas de médecins de sommeil, il y avait que les pneumologues et les neurologues qui font ça. Et nous, à travers la pneumologie, quelqu'un qui a une BPCO, il vient chez une BPCO, mais à travers la BPCO, on découvre le sommeil. Donc on pose une question du sommeil. Donc vous voyez, à travers une facette, on va ouvrir une autre facette. Exactement. Et en fait, nous, c'est notre position qui a changé. C'est Voilà. notre équipement, c'est nos options standards sur la voiture qui ont changé. Et on doit s'y adapter, je le répète, sans faire de bêtises. Et ça, c'est le boulot, c'est notre boulot d'interagir pour s'équiper. Parce qu'on n'a pas envie d'être que dodologue, finalement. Mais on ne peut pas tout appréhender d'un coup. Donc, où se situe le juste milieu? J'ai, dans ma petite tête, moi, on parle beaucoup de phénotypage aujourd'hui. Moi, je déteste les étiquettes toutes faites, c'est comme le TP, c'est comme machin. Mais le phénotypage, c'est quoi? C'est un retour à la clinique. Déjà, moi, ma spécialité, l'endocrinologie, même si elle a été, il y a plein de dosages complexes, on est de plus en plus clinique. On a beaucoup d'ailleurs, de pathologies en endocrinologie qu'on surveille que sur le plan clinique. Le traitement hydrocortisone, les traitements par hormones de croissance, c'est la clinique qui nous dit quand les mettre, c'est la clinique qui nous dit comment les adapter. La biologie nous donne finalement que des zones de sécurité. Alors, elle a un Epworth à 12, mais elle ne s'endort pas dans son véhicule quand elle est au vol. Elle a, bon, ça c'est le BDI 13, de toute façon, quelles que soient les échelles qu'on utilise, sur le plan de son humeur, on a vu que c'est pas évident, elle a une très mauvaise image d'elle-même, elle est à 12, donc c'est un épisode dépressif d'intensité dite modérée, donc elle n'exprime pas d'idées suicidaires, d'idées de mort. Donc, comme on a dit, on a le temps, même si elle souffre, on va vouloir la soulager, mais là, on n'est pas dans les cas où il faut vraiment ruer dans les brancards. Bon, elle ronfle tous les jours, elle a une hypertension traitée, elle signale des pauses respiratoires, je ne fais pas le tableau. Alors, si on s'y intéresse, elle se couche à minuit. Même pas la peine d'essayer avant, on lui a toujours dit il faut se coucher. Non, elle se couche à minuit. Elle se lève à 6h30, week-end, elle se lève à 8h30. Ah, sur des heures de grasse matinée. Elle fait quoi dans sa profession? Ah ben parce que j'attendais que les gens la demandent. Elle est sage-femme. Alors, elle ne grignote pas beaucoup. Elle ne fait pas beaucoup de garde. Elles sont un pool important, donc elle fait une garde par semaine, globalement. Voilà. Donc elle grignote le soir, surtout des fruits. Et elle sent l'envie monter à partir de 23h. Son envie de grignoter, c'est-à-dire jusqu'à 22h, ça va. À 23h, à peu près au moment où elle se dit qu'elle devrait se coucher normalement, d'après ce qu'on lui a dit souvent, tiens, c'est là qu'elle a l'envie de grignoter.
Alors, on lui a donné plein de conseils de nutrition du sommeil. Elle a essayé d'augmenter sa ration de glucides le soir, car il paraît que ça aide à bien dormir. Voilà, elle a pris 2 kilos sur 3 mois, quand elle a commencé à faire ça. Puis le poids s'est stabilisé. C'est bien, ça l'a aidé à... Bon, ça l'a pas plus aidé à bien dormir. Voilà. Est-ce qu'on lui pose d'autres questions? Il y a eu sa profession. Moi, je pense que... Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse là. Encore une fois, vous l'avez. L'activité physique, qu'est-ce qu'il faut? Alors, elle a arrêté la marche. Elle a arrêté la marche nordique parce qu'elle a mal au genou. Elle fume pas. Et sur le plan clinique, vous avez posé une question, c'est elle qui a dit le grignotage nocturne. C'est une très bonne question, c'est elle qui l'a dit. C'est un maître symptôme du trouble de sommeil. C'est elle qui l'a dit. Cliniquement, c'est le diagnostic. Voilà. Et elle l'a dit spontanément. Exactement. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de le chercher. Vous savez, les portes là-bas, bon, Fadila, elle est gynécologue, elle est sage-femme. Mais si vous prenez une Fadila normale, les portes doivent être sous-estimées, parce qu'en général, certaines questions qu'on pose aux hommes, les femmes ne font pas. Est-ce qu'elle conduit? Est-ce qu'elle est toujours à côté de son mari? Qui conduit? C'est souvent le mari qui conduit, c'est pas la femme. Alors elle conduit. Bon. Elle conduit, mais clairement, vous avez vu la nécrosse, il est à 12. Ouais. Vous l'avez écouté tout à l'heure. C'est-à-dire que dès l'interrogatoire, même pas besoin de faire un interrogatoire poussé, on s'imprègne un petit peu. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, 4-5 minutes maximum. Les gens, dès qu'on les laisse parler, ils s'arrêtent d'eux-mêmes. Et ils vous livrent l'essentiel du coup. D'accord? Donc, moi, je poserai la question pour son hypertension artérielle et les jeunes, une hypertension à la bithérapie. Qu'est-ce qu'il dit son cardio? Est-ce que sa tension est stable ou pas? Est-ce qu'il arrive à la stabiliser ou pas? quel cardio? En principe, il doit avoir un cardio. En principe, elle devrait avoir un cardio. Et en principe, Elle n'en avait pas. Pour 6 mois pour avoir. est-ce qu'il y a une des questions, Ah ouais, médical. c'est surtout qui a sur le coup? On est combien sur le coup? Qui a d'autres? Vous avez déjà vu qui? Ah ouais. Ben, bien sûr. Et à votre avis, d'où elle a ses ordonnances et qui le diagnostic elle-même et le traitement, gynécologue de sa clinique. Qui lui donne. Qui de temps en temps, tiens, tu peux me qu'elle se documente un peu, elle se dit, ah, j'ai pas le temps, parce que bien sûr, elle a les enfants, elle a le boulot de sage-femme, elle est mariée, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de s'occuper d'elle. Alors, médicalement, quand même, c'est bien la sabithérapie, parce que c'est ce qui est, elle a lu dans les recommandations des sociétés d'hypertension, on commence avec bithérapie et sécurité. Le bilan, pas le temps. Bilan, pas le temps. Donc, est-ce qu'elle a... Bon, la suite nous révélera, je vous le révèle d'emblée, la suite nous révélera qu'elle n'a pas de sténose de l'artère rénale, elle n'a pas d'hyperaldostéronis primaire, elle n'a pas de Cushing, elle n'a pas tout ça. Voilà, la suite nous le révélera, mais elle n'a pas le temps de s'occuper d'elle. Alors, ça va venir. Alors, quel point vous manque pour votre phénotypage sommeil finalement? Est-ce que j'évalue sa morphologie faciale? Est-ce que j'évalue son niveau d'activité physique? Est-ce que j'évalue sa consommation de stimulants, d'hypnotiques? Je ne sais pas si vous remarquez que, pourtant la personne me l'a évoqué quand j'ai des questions. Pourquoi? Parce qu'on est déjà, et c'est très important, et c'est rassurant pour l'avenir de notre médecine, on est déjà sûr, d'essayer de l'appréhender, que des fois on en oublie les questions, comme est-ce qu'elle consomme des stimulants, des hypnotiques? Maintenant que vous savez qu'elle est dans la profession médicale, elle a accès aussi à d'autres médicaments. Pourquoi vous posez cette question des hypnotiques? Tout simplement pour savoir ce qu'elle a déjà essayé. Elle dit qu'elle me parle d'elle-même, de son problème, elle n'arrive pas à se coucher avant minuit. Elle cherche donc les solutions si elle parle spontanément de son problème. Donc, en arrière de ma tête, je me dis, les gens sont humains, est-ce qu'elle a essayé quelque chose? Est-ce qu'elle a essayé des somnifères? Ou à l'inverse, si elle est fatiguée comme ça, est-ce qu'elle a besoin de se booster dans la journée? Et ce qui m'intéresse, c'est savoir quel stimulant elle utilise. Si c'est du café ou du Red Bull, ça va. Ça peut être d'autres choses. Surtout chez quelqu'un qui a accès aux médicaments, et c'est pas que j'ai envie de la piéger ou de la mettre en défaut, c'est-à-dire que j'ai envie de savoir sur quel terrain je m'aventure. Et c'est très difficile quand d'emblée, on a déjà une partie de notre cerveau qui se mobilise en disant « Oh là, le sommeil, il y a tout ce qu'il y a derrière ». Tout ce qu'il y a derrière nous empêche d'avoir des fois des réflexes qu'on aurait s'il n'y avait pas tout ça derrière. Les personnes en situation d'obésité et notre empathie, notre envie d'être holistique peuvent des fois nous masquer des réflexes de base
de notre métier. On ne comprend même pas dans le dossier pourquoi on n'a pas posé ces questions. Et moi, ça m'arrive des fois en staff. Je vois ma démarche quand je suis en endocrinologie, quand la personne n'est pas en situation d'obésité, des fois il me pose des questions, je fais « Ah, je ne l'ai pas demandé. Ah non, tiens, ça, je ne l'ai pas fait. » Pas que ça me paraissait pas important, mais que mes efforts étaient tellement en train d'essayer d'être surtout holistiques que, ah bah, je ne sais pas. Mais t'es endocrinologue, sa thyroïde, bah, je ne sais pas. Sa thyroïde, je suis endocrinologue. Bon, ah oui, en passant, hein, hypothyroïdie et prise de poids, c'est une légende urbaine, il n'y a aucun rapport. C'est faux, c'est complètement faux, c'est une idée reçue qu'il faut casser. Et l'hormone thyroïdienne n'a jamais fait perdre plus de 2 kilos de flotte, en l'occurrence, à quelqu'un. Donc thyroïde et poids. En revanche, prendre du poids augmente la TSH, indépendamment de la fonction thyroïdienne. La TSH est une hormone hypophysaire qui est soumise à d'autres régulateurs que les hormones thyroïdiennes. Et dans notre tête, on a tellement ancré du genre TSH élevé égale hypothyroïdie. Non. TSH élevé égale TSH élevé. Quelles sont les étiologies? À 99% l'hypothyroïdie. Régulièrement, quand quelqu'un s'est fait enlever la moitié de la thyroïde, sa TSH monte par adaptation, parce qu'il y a la moitié de l'usine qui n'est pas là. Hormone qui stimule la thyroïde, thyréotrophine, thyrostimuline. Ben oui, il stimule l'autre lobe à se développer pour assurer la cacahuète. Si vous balancez de l'hormone thyroïdienne en post-op immédiat à quelqu'un qui a une TSH à 6, ben, vous ne motivez pas l'autre lobe à pousser. Ce n'est pas une hypothyroïdie, c'est la réaction physiologique de la thyroïde. Il faut laisser un nom. Et pour notre propos, donc, thyroïde et poids, déjà, vous oubliez. Et surtout, c'est les apnéiques, le fait de prendre des hypnotiques, ça va potentialiser ces apnées. Ça va aggraver son sas. Oui. C'est ce que j'allais dire, parce qu'effectivement, il faut bien poser la question pour les hypnotiques, et parce qu'il faut penser à l'enregistrement. Au moins de lui dire de ne pas prendre. Vous avez vu la gymnastique qu'il faut avoir quand on veut être holistique? Mon expertise, l'obésité. Mon expertise, l'obésité. Ça va les 10 000 pas par jour, on les fait, il n'y a aucun problème. J'aime bien votre terme holistique. Voilà. Oh, c'est fantastique. Eh ben, enfin, oui, maintenant, il faut l'assumer maintenant. Il faut l'assumer en pratique maintenant, c'est ça le problème. Et il faut le dessiner en pratique, et tout ça ensemble. Donc, évaluation précise de l'apport calorique. Précise. Précise, nous, on ne le fait pas. Vous pouvez le faire. Si je pensais que ça servait à quelque chose, je le ferais. Voilà. Évaluation précise de la chronologie des repas. Oui. Ou des prises, pardon, j'aurais dû écrire tout, des prises alimentaires. Et à 23h, voilà. C'est pas que, tiens, j'évalue les repas pour compter combien je mange de calories, mais une prise alimentaire répond à quelque chose, répond à une question. Est-ce qu'il me manque un bilan relevant d'un autre spécialiste? C'est-à-dire, en gros, ce que je vous pose comme question, c'est là, vous êtes en face d'elle, vous avez toujours 30 minutes. Qu'est-ce qui va me manquer là? Enfin, qu'est-ce que je vais décider de faire à cette première consultation? Moi, après avoir fait mon bilan, je vais adresser au cardiologue, bien sûr. Cardiologue. Un bilan biologique. On est dans les repas. On n'a pas de l'alcool. Ah bah, on va dire que il est parfois hypnotique et parfois stimulant. Et voilà, en fait, j'aurais dû dire d'autres substances, bien sûr. Voilà, là il y a l'alcool, il y a le Coca-Cola, il y a le Coca-Cola, il y a Fanta, il y a le Coca. Nous, on a le très grave ici avec les boissons. Ah si, on a eu un problème beaucoup plus grave ici. Il n'y a pas des gens qui boivent beaucoup d'alcool, mais on a tout le monde qui boit Coca-Cola, Fanta, tous les sodas, avec beaucoup de sucre. Tout le monde trouve ça normal avec le repas. Ici, on le fait beaucoup. Ça, je demande toujours ça. Ça, oui, pas d'alcool. Tout à fait. Et la majorité me disent oui, bien sûr, c'est normal, prendre du Coca-Cola. D'ailleurs, les parents chez les enfants qui sont en surpoids l'ont bien compris. J'ai une mère qui a d'ailleurs très bien fait, elle a réussi à enlever complètement le coca de son fils en remplaçant par du jus de raisin. Voilà, résultat, il a pris du poids parce que dans le coca, il y a 10 grammes pour 100 millilitres et dans le jus de raisin, il y en a 17. Donc elle a juste réussi une chose, c'est à augmenter son apport calorique, il n'y a aucun problème. Donc moi, personnellement, vous ne me ferez jamais dire, les sodas, c'est pas l'ennemi. Les sodas, excusez-moi, je vais être très trash, les sodas, c'est comme les Arabes en France. Les sodas, c'est le coupable bien désigné, mais ce n'est pas le vrai coupable. Parce qu'en France, je connais l'épidémiologie en France, et dans tous les autres pays, c'est pareil. Vous avez 20% des enfants qui sont en surpoids. Donc ça veut dire qu'il y en a 20% qui boivent du coca, qui boivent n'importe quoi, et 80% ils mangent bien 5 fruits et légumes par jour, et ils mangent bien équilibré le quinoa, le boulgour. Non, non, non.
Simplement qu'il y en a 80% qui n'auront jamais obèse parce qu'ils ne sont pas génétiquement déterminés pour ça. Et vous pouvez leur filer tout le coca du monde, vous pouvez leur foutre un flingue sur la tempe pour qu'ils boivent 2 litres de coca par jour, ils ne deviendront jamais des enfants et des adolescents obèses. Donc, je suis désolé, le soda, l'épidémiologie des sodas ne rejoint pas l'épidémiologie de l'obésité, c'est pas vrai. Et consacrer de l'énergie à une lutte comme ça vers l'ennemi désigné, parce que le coca ce serait une boisson bio made in France ou made in Europe, il n'y aurait aucun souci. Le coca, il est coupable parce qu'il est américain. Point barre. C'est purement idéologique. J'ai jamais entendu quelqu'un partir en guerre contre ces électeurs. C'est une boisson sucrée. Oui, le jus d'orange aussi. Oui, mais le jus d'orange aussi, il faut l'éviter. Il faut manger l'orange. Pourquoi on prend que le sucre et parce que l'alimentation a été variée et que le plaisir de boire un jus d'orange frais n'est pas le plaisir d'éplucher une orange, n'est pas le plaisir de manger oui, mais c'est une plus orange. ça. C'est plus ça. Vous n'avez aucun fondement scientifique pour me dire que c'est plus simple. Aucun. Si Donnez-moi. Les jus C'est ce que j'appelle la bourse Édouard Ganassia. J'offre 100 000 euros. Et ça fait 10 ans, malheureusement, j'ai personne qui a gagné la bourse. J'offre 100 000 euros à la personne qui m'amène une preuve scientifique du même niveau qu'on exige, parce que pour nos études d'intervention, au monde au labo, vous avez fait une étude randomisée, placebo, double aveugle. Amenez-moi la même preuve scientifique que les jus de fruits sont moins sains que les fruits. Vous avez 100 000 euros, publiquement, je les verse sur le compte. Il n'y a aucune preuve scientifique. Non, il n'y a pas de preuve, mais c'est simple. Pour faire un jus de fruits d'orange, un jus d'orange, un verre, il faut minimum 5 oranges. Oui. Pressées. Oui. Donc on prend tout le sucre c'est la logique. Et les vitamines, et l'eau. Oui, mais si on prend une orange, on est rassasié, et on prend la fibre, et c'est une orange. Alors, ne me dites pas que c'est le même mais nombre le de problème, c'est que les fibres, on les a ailleurs, et que le plaisir de boire un jus d'orange est au moins aussi important que les fibres. Non. Ça ne fait pas. Non, ça amène plus de calories. Mais comme on a un corps qui se régule, normalement, si on le laisse se réguler, il n'amène pas plus. C'est purement idéologique. Aucune boisson dit, il n'y a que l'eau qui est saine. Moi, j'aime bien tous ces conseils qu'on a donnés. Mais moi, je ne l'ai pas mis là, j'ai la courbe de l'épidémiologie de l'obésité dans le monde. Malgré tous les conseils qu'on donne, non seulement on n'a pas réussi à l'enrayer, et on a triplé les troubles du comportement alimentaire. Donc en faisant ça, Hippocrate se retourne dans sa tombe, il dirait, vous n'êtes pas efficace et vous êtes délétère. Ce n'est pas de la médecine. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Est-ce qu'on peut dire la même chose du sucre blanc, non associé à quoi que ce soit? Depuis que le sucre blanc est vraiment arrivé dans nos pays, l'espérance de vie, elle a triplé. Donc je pourrais très facilement dire, ben voilà, on a introduit le sucre blanc à telle époque, tiens, l'espérance de vie, elle a triplé, donc le sucre blanc augmente l'espérance de vie. Donc en fait, sucre blanc, sucre roux, moi je préfère le sucre roux au goût, à l'aspect. Non, moi je ne parle pas entre sucre blanc et roux, je parle en général, le sucre. Mais le sucre, c'est l'ennemi actuel. Mais vous regardez en nutrition, il y a 10 ans, c'était les lipides. Et puis, il y a 20 ans, non mais je me régale parce qu'à chaque fois, vous prenez 40 ans du traité d'obésité de Bas-de-Vent ou des grandes publications nutritionnelles. Alors, l'ennemi, là, c'est les protéines. Ah, maintenant, parce que ça donne le cancer, la viande, etc. Maintenant, là, c'est les lipides. Puis là, c'est les glucides. Alors, on va titrer qui cette année? On fait la chasse à qui, là, pour la décennie à venir? Écoute, les glucides, ça y est, tout le monde sait. On va revenir vers les lipides. Allez, on va faire le moins gras. Et puis, non mais là, ça commence, c'est vendeur là pour les protéines, là, on va remettre un coup de cancer du côlon, là, comme ça. Comment on va commencer tous les adolescents à en faire. C'est pas grave ça donnera un boulot mais aux médecins du sommeil. Très bien. Voilà, et ça leur fera des jambes sans repos, tout ça. Et vous voyez qu'en nutrition, on a une valse, on a des cycles depuis les années 70, mais c'est fabuleux. Donc en fait, vous regardez, il n'y a pas moins evidence-based que la pratique nutritionnelle dans le monde. Et je suis nutritionniste de formation. Il n'y a pas moins evidence-based. Le programme national de nutrition santé, il y a des années, c'était le premier programme de nutrition en France, vraiment politique. Moi, il m'a appris une chose. Il m'a appris à compter jusqu'à 5. Bien. Il m'a rien appris d'autre. Parce que vous allez en Crète, on a pris le régime crétois pour les 5 fruits et légumes par jour. Vous allez en Crète, en hiver, ils mangent combien de fruits et légumes par jour, à votre avis, les Crétois? Maintenant, n'importe, mais il y a 10-20 ans. Voilà, 1 peut-être. Par contre, en été, 9. Puis comme en épidémiologie, ils adorent faire des moyennes, ils ont dit, ben voilà, on va donner un repère simple, parce que les gens sont cons, il ne faut pas oublier. On va dire 5 fruits et légumes par jour. Et donc, vous aviez bien sûr des gens qui comptaient leurs 5 fruits et légumes. Pas 6, pas 4, 5. Donc, je veux dire, on a réveillé, on a donné aux gens qui ont des personnalités obsessionnelles, par exemple,
Voilà, et puis alors bien sûr pour leur famille en disant moi je le fais, vous allez le faire. Et en fait, il ne faut pas oublier l'exercice physique. En fait, c'est une marche à pied, il n'y a que des montagnes, et ils n'ont pas de voiture. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est Alors oui, il y avait deux questions. Est-ce qu'on a pensé au transit intestinal? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va aux toilettes? Est-ce qu'elle a des constipations? Est-ce qu'elle a des diarrhées? Est-ce que c'est régulier? est-ce qu'elle a un transit finalement? Est-ce qu'elle a des troubles du transit? Est-ce qu'elle a des troubles Elle n'a pas particulièrement de troubles du transit. Enfin, elle est comme sa mère et sa grand-mère, c'est-à-dire là, ça fait 50 ans qu'elle est constipée depuis son enfance et son adolescence. Ah, donc elle est constipée. Et on lui demande mais c'est quoi pour vous constiper? Et elle nous dit j'y vais tous les 2 jours. Ah. Donc son microbiote intestinal. Ah bah de toute façon, je pense que 110% des patients en situation d'obésité ont un microbiote facilitateur. Clairement. Là, on revient à la question des jus et du coca. Le changement des habitudes alimentaires, notamment actuellement, on voit que les gens se nourrissent beaucoup en fast-food. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, je pense que j'ai là, j'aurais une étude à vous montrer. On a pris des enfants et adolescents tout venant et on a regardé la corrélation entre la consommation de fast-food et l'obésité. Les plus obèses sont les moins gros consommateurs de fast-food, les moins gros. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune corrélation entre la consommation de fast-food et l'obésité. Aucune. Les ados, bien sûr, 80% des cholestérolistes, qu'est-ce qu'ils adorent? Le sucre, les boissons sucrées, les pizzas, les tacos, les kebabs, les frites, et 80% sont de poids normal. Donc il faut les laisser manger comme ça. Évidemment. Évidemment, en tout cas, attention. Il faut certainement intervenir sur l'alimentation, mais pas sur le prétexte du poids. Mais pas sur le prétexte du poids. Parce que par contre, cette alimentation-là, clairement au niveau cardiovasculaire, au niveau oncologique, clairement, mais ne nous trompons pas de cible. Et il n'y a rien de plus détestable, à mon sens, que de dire à quelqu'un « Ah, mais c'est pour ça », alors qu'en fait, c'est pour un autre prétexte. Que de mentir aux gens, leur mentir pour leur bien. Et éthiquement, posez-vous la question, je vais mentir exceptionnellement, pour faire balancer une décision médicale, très exceptionnellement dans le pratique, oui, on peut le faire. En tout cas, mentir par omission, où est-ce qu'on place la barre? Très certainement pas de faire un principe, de mentir à quelqu'un pour son bien. Ça, c'est pas de la médecine. Et de toute façon, je peux vous dire, à court terme, ça vous semblera bien, réfléchissez, à chaque fois que vous l'avez fait à long terme, ça vous reviendra dans la gueule comme un moment. Réfléchissez-y. Je ne peux pas avancer sans un enregistrement du sommeil. Alors, son enregistrement du sommeil, ah ben bien sûr, donc, j'ai fait exprès, hein, je vais chercher. Donc bien sûr, 28,3, mais regardez quand même son index de désaturation, regardez la durée passée en dessous de 90%, 26% sur le dos. Il y a quand même pas mal de ces apnées sur le dos, même le peu de temps qu'elle y est. Voilà pour son profil de polygraphie, c'est un profil classique. Voilà. Je trouvais qu'elle ne gonflait pas trop. Pas trop, d'un autre côté, elle a peut-être des phases de sommeil modifiées. Je n'ai pas fait une polysomno chez elle. J'avais fait une polygraphie ventilatoire. Je dirais qu'à ce stade-là, elle m'a suffi. Oui, c'est suffisant. Elle a un navire quand même qui est important. Ça dure quand même pas mal, avec un navire, avec des apnées positionnelles. Est-ce que sa polygraphie vous étonne? C'est attendu, enfin, je dirais presque que c'est la confirmation clinique, paraclinique de la clinique. La question qui se pose, est-ce que l'appareilleuse va régler son problème du sommeil? Parce que là, Ah, on n'en est pas là. On n'est pas là, quoi. Alors, le temps passé sous 90%, il est comme. Après, 13,6%. Quand même. 13,6% passé sous les 90%. Même voilà, et à 91%, elle n'est pas passée sous les 90%, mais bon. Pardon? Sa saturation la plus faible, elle arrive jusqu'à 60%. Ouais. C'est ça, le nadir. Ça s'appelle le nadir. Voilà, et c'est. Puis répétez ça, tac, 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 tac. Vous savez que ça,
C'est ce que la médecine du sommeil et la diabétologie nous ont montré. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre quelque chose de chronique et quelque chose qui est répété comme ça. Et c'est marrant parce qu'en diabétologie, les glycémies, les hyperglycémies postprandiales, elles ne contribuent pas beaucoup à l'hémoglobine glyquée. 1% maximum, c'est des Monnier qui avait démontré ça. Mais en fait, vous prenez quelqu'un qui est à 7% en stable parce qu'il est à 1,40 tout le temps, et quelqu'un qui fait du 1,10, 1,60, 1,10, 1,60, le risque cardiovasculaire n'est pas le même parce que le stress oxydant est beaucoup plus activé par les... Voilà. Et finalement, on voit exactement la même chose avec quelqu'un qui a 91% de SAT en permanence, en grande forme, mais quelqu'un qui va faire ça à son corps, c'est fatigant. Enfin, c'est la désaturation, le décrochage. C'est ça, c'est-à-dire c'est les variations, c'est les coefficients de variation. Aujourd'hui, en diabétologie, en utilisant les capteurs, on sait que le coefficient de variation, indépendamment de la glycémie moyenne, est délétère. Donc finalement, c'est vraiment ces épisodes-là qu'il faut savoir lire. Et je dirais même, c'est comme l'effet yo-yo dans les régimes. Exactement. C'est des schémas. Donc notre corps n'aime pas les variations non physiologiques. Et ça, il faut s'en souvenir, il faut être physiologiste un peu. Pour le moment du fait, alors, j'y répondrai après. J'y répondrai dans 2 diapos, si je puis me permettre. Mais c'est une très bonne question, et vous verrez que des fois les réponses ne sont pas evidence-based. Alors, il y a visiblement un SRHES quasi sévère, et maintenant, est-ce que je recherche un SOH? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. Est-ce que je recherche un syndrome des jambes sans repos, des mouvements périodiques des jambes? Ça fait partie de la vie. Est-ce que j'évoque un trouble du rythme circadien? De l'interrogatoire que j'ai eu encore une fois. Je dirais presque que c'est son métier qui lui donne son décalage circadien. Non, pas encore. Alors, je vous rappelle qu'on est toujours, là, on est à la 2e consultation. C'est la première dose. Non, la 2e. Ah, c'est vrai, là, c'est le... Elle a la 2e. Donc, elle a un bilan à la glycémie à jeun à 1,03. Voilà. Elle a des triglycérides à 1,52. Elle a une TSH strictement normale. Elle a des azates et des alates. La norme est à 33, elle est à 38 pour l'un et à 36 pour l'autre. Ah, ça mijote. Et elle a à peu près rien d'autre. Si on avait dosé son INP, parce qu'elle est un peu essoufflée, il est strictement normal. Sa fonction rénale est strictement normale. Sa mime est strictement normale. Elle n'a pas de carence particulière, même en vitamine D, hein, curieusement. Voilà. Son profil lipidique? Triglycérides à 1,52. Elle a un LDL qui ne nécessitera pas de statine, puisqu'on sait tous que le LDL et le poids, c'est totalement indépendant de toute façon. Donc on va dire... HDL. Elle a un HDL à 0,35. Non, plutôt 0,48. Ses triglycérides étant à 1,52. Voilà. Et si on retrouve des anciens bilans d'il y a 3 ans, quand elle faisait de la marche nordique, elle avait des paramètres d'insulino-résistance très sensibles à son activité physique. C'est pas là-dessus qu'on se mettra grand-chose sous la dent. Pourquoi elle fait de la marche nordique? Parce qu'elle est essoufflée? Non, c'est parce qu'elle avait, pendant un congrès de gynéco, elle avait découvert ce que c'était que la marche nordique et elle trouvait que c'était sympa comme activité, jusqu'à ce que son genou lui dise le contraire. Des douleurs au genou. Est-ce que j'évoque la Comisa et je débute une TCC? Est-ce que j'ai beaucoup de ça? Il y a du boulot déjà rien qu'en somno, hein. Est-ce que je lui propose une PPC? Et là, pareil, hein, pour ceux qui sont arrivés, c'est pas des questions genre il y a la bonne réponse, vous l'avez, vous serez béni, vous avez mauvaise réponse, vous ne pouvez rien en faire. C'est vraiment vos pratiques.
Est-ce qu'on lui propose une OM? Légalement parlant, vous n'êtes pas en mesure de proposer PPC selon la législation française. On est bien d'accord, mais vous avez dit que j'ai fait 28,3 et 30,2. Vous savez... Ne rentre pas en compte la désaturation. Non, mais par contre, on a tous joué un petit peu avec les courbes. On a tous joué légèrement sur les courbes, sur les temps de sommeil. Vous savez, c'est comme les statisticiens dans les centres universitaires. Vous leur amenez votre étude et ils vous demandent « Alors, tu veux quoi? Tu veux que le résultat? Tu veux que ça sorte ou ça sorte pas? Parce que je vais choisir mon test en fonction. Donc, tu veux ton traitement, il marche, ou tu veux ton traitement, il marche pas. » Voilà. On découpe les parties où il n'y a pas beaucoup de propriétés. Oh, il n'y a pas de raison, on n'est pas enregistré. Bon, on sait tous qu'on peut mettre l'enregistrement au service de notre clinique. C'est ça. Sans problème. Ça, on est tous d'accord. Moi, si je l'appareil pas, je fais une polysonographie, comme a dit notre prof. Alors, si je soit j'ai l'appareil, je vois le résultat, soit je fais une polysonographie. On fait une polysonographie pour voir les micro-éveils. Si on fait assez, et dans ce cas-là, on peut la faire. Est-ce que je lui propose un bilan ORL, une endoscopie du sommeil? Dès maintenant, là, je parle. Non, est-ce que je lui propose d'emblée une simulation du 12? Non, pas du tout. Non. Est-ce que je peux lui proposer un traitement positionnel? Oui. Ma petite ceinture ronflesse. Oui. Et ça pas Mais ça va, on peut réduire. Une balle de tennis. Alors, rien. ok, donc on est tous d'accord pour dire en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que j'avais pris une image hier pour l'obésité, il y a la même pour les troubles du sommeil. C'est des petits ruisseaux qui donnent la grande rivière de la somnolence et de l'asthénie. Lucie l'a bien dit hier aussi. Donc ça veut dire que question de bilan, il faut taper partout. Question de traitement, s'il faut en mettre 2 ou 3 en synergie, on essaye d'en mettre 2 ou 3 en synergie. Le but, il est bien sûr, il ne faut pas oublier, parce que tout le monde, c'est bien de débattre autour de l'IH, etc. Mais on a tous tendance en médecine à faire trop. D'un côté, on encense un truc, et puis le lendemain, on le lâche. C'est-à-dire, à écouter, en 2010, avec ce qu'on appelle des études accords, il ne fallait plus équilibrer la glycémie diabétique de type 2, parce que ce n'était pas bon pour eux, il fallait juste faire la préservation cardiovasculaire, hypolipémie, statine, etc. Donc, en 2010, c'était ça. Parce que l'étude d'accord, c'est vrai que c'était cinglé, on avait pris des très vieux diabétiques avec des comorbidités, on avait visé 6% de glycée. Donc forcément, dans le groupe qui a survécu, il y avait moins d'infarctus, mais le problème, c'est que dans le groupe témoin et dans le groupe intervention, il y a eu plus de décès que dans le groupe témoin. Donc on les a pliés à coup d'hypoglycémie. Donc ils ont dit, ah voilà, il ne faut plus contrôler la glycémie. C'était passé, c'est les extrêmes. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont le cerveau qui résonnent en extrême. Donc l'IH, il ne faut pas le jeter, c'est un des éléments parmi d'autres. Actuellement, dans l'hypothyroïdie, c'est la même chose, la TSH, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est un magnifique marqueur diagnostique. En termes de suivi, il nous renseigne plus sur la sécurité que sur l'efficacité. Donc là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut mettre toutes les armes à notre service pour améliorer et les paramètres objectifs et nos paramètres. C'est pourquoi il est venu quand même. Donc, il n'y a pas de SOH à la gazométrie, mais tout ne se passe pas exactement comme prévu. Pourquoi? Parce qu'elle refuse la PPC. Pourquoi? Parce qu'en plus de mon poids et trop Robocop, mon mari va me quitter. Exact. Ça, c'est le problème. Et en fait, quand je lui ai dit, parce que je lui ai parlé de la police au moins de fait, ah, là, le truc des fous, là, non. Non, mais en fait, c'est l'image qu'elle avait. Pourtant, elle est du milieu médical. Mais en fait, elle ne voulait pas sortir du cabinet avec les électrodes partout. Elle voulait bien là, mais elle ne voulait pas là. Parce qu'elle avait l'impression que c'était l'électrochoc. C'est son image, je ne pouvais pas la... Donc en plus on pouvait être Robocop, mon mari va me quitter. J'ai pas mis la phrase par hasard. Il est adorable, alors lui au contraire, il fait tout pour aider sa famille, il adore sa femme. Donc c'est elle qui se fait cette idée-là vraiment. Alors, je lui ai psyché l'orthèse, trop de visites chez le dentiste. Et puis après elle m'a dit, ok, refus d'une TCC. Ah, je suis pas folle, et ma soirée, c'est mon moment à moi. Elle me dit, mais je sais très bien pourquoi je vais coucher avec lui. Parce que le seul moment où j'ai un temps libre pour moi, à me consacrer qu'à moi,
c'est entre 22h et minuit. On m'a dit, je veux bien me coucher plus tôt, je pourrais me coucher plus tôt. Mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, ma journée, elle est au service de tout le monde. Donc je veux dire, c'était pas. Elle a livré, elle dit, j'ai besoin de TCC, je fais. Oui, à mon sens, oui, mais pas comme vous le pensez. En tout cas, elle n'a pas besoin de l'analyse fonctionnelle, elle l'a faite. Hein. Le praticien TCC, elle arrive, elle te le livre sur la table et il est là, je vais vous payer. C'est moi qui vais vous payer, vous avez fait le boulot pour moi. Et elle se lance, bien sûr, parce que là, on est toujours à votre deuxième consultation. Vous avez la polygraphie, vous êtes médecin du sommeil, et là, elle se lance dans son essoufflement, sa peur d'être abandonnée, son obsession de la nourriture, les humiliations dans la rue, voilà. Et elle vous dit, commencez pas à me dire qu'il faut que je perde du poids pour aller mieux. Donc là, vous avez senti que votre vie, là, actuellement, elle ne tient qu'à un fil. La dame, elle est sage-femme, elle s'est maniée de forceps comme personne. Hein. Attention, forceps peut être une arme. Donc ça, voilà. Ça, généralement, on est à la deuxième consultation, je vous rappelle. Hein. Mais vous avez un profil que vous avez ignoré, je pense. Alors, lequel? Elle est maghrébine. Lequel? Elle est algérienne, Fabila. Et c'est algérien. Et les Algériens, les Maghrébins sont les plus durs à parier. Ils n'acceptent ni PPC, ni orthèse. Je suis qu'à moitié algérien personnellement, donc ça va, je suis métisse. L'autre moitié, je ne vous dis pas, ça complique les choses. Les Marocains, ils acceptent moins. Les Algériens, c'est pire, ils n'acceptent pas. Moi, je suis en France, je travaille avec une population cosmopolite. La difficulté que j'ai pour appareiller, c'est les Maghrébins. Alors, il y a une troisième catégorie. Oui. Laissez-toi. Les gens de 7. Les gens de 7. Alors là, je peux te dire, ils t'explosent les Algériens et les Marocains. Voilà. C'est simple, c'est ceux où tu as envie de t'arracher un bras pour leur taper dessus avec. Voilà. Je suis autour d'il y a 20 ans. Grande communauté marocaine, pas mal algérienne, donc j'ai les trois. Les Turcs aussi, non? Les Turcs, ça va. Ah, j'en ai pas beaucoup. Ça va, moi, j'ai les Turcs qui l'acceptent mieux. Pas beaucoup. Mieux, j'ai un copain à Marseille, il a la communauté asiatique. La communauté asiatique, c'est là, tu leur dis, ils font. Ah oui, ça va. Ah, tu l'as dit. Ils sont disciplinés. Prenez les ça, Africains et les Turcs qui l'acceptent. Voilà. Non, mais on est tout à fait d'accord. Et donc, c'était pas étonnant. La question n'est pas que c'est pas étonnant. Enfin, pas que l'étiquette, la question, c'est quand je les vois arriver, c'est je me motive et je me prépare dans mon cerveau. Alors, moi, un petit peu, en fait, vous avez bien compris que de tous ces cas-là, c'est le phénotypage. Et si j'essaie de résumer ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, on a envie d'être holistique. Mais quelquefois, il ne faut pas que ce désir d'être holistique et donc cette situation d'obésité masque nos réflexes de consultation. On doit vraiment, en fait, jouer entre la focalisation de notre expertise et être holistique. Et comme certains l'ont dit dès le début, on peut commencer, on ne va pas dire qu'il faut 10 ou 12 consultations, mais on peut commencer à se dire qu'on va dérouler. Il y a sûrement 1000 façons de dérouler le truc. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est une façon issue de 20 ans d'expérience qui permettent en tout cas de contourner certains obstacles, des fois qu'on s'acharne à répéter. Donc ça, c'est le phénotypage. C'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé en France. Ils ont eu le mérite de faire des recommandations. Et ils ont dit qu'il faut phénotyper. C'est très bien. Le problème, c'est que si on applique la checklist, ce que j'appelle la checklist, ils ont dit voilà, il faut une évaluation globale. Et la checklist, elle est remplie comment? Au fur et à mesure des rendez-vous disponibles des uns et des autres. Voilà, donc voilà la checklist pour évaluer tout ça. Pour checker ça, donc le pneumologue, vous avez remarqué que pneumo et somno, je les ai distingués dedans. Mais le gros problème, en fait, c'est que toutes les complications qu'on cherche et tous les facteurs-là, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Donc les faire évaluer indépendamment, alors qu'ils ne sont pas indépendants les uns des autres, et c'est une erreur flagrante. Et on me répondra, oui, mais comment tu veux faire? Bonne question. Voilà. Mais le risque dans tout ça, c'est que, admettons qu'on fasse juste l'erreur de faire la checklist, mais ça va être les messages contradictoires. C'est-à-dire s'il y a toutes ces personnes indépendantes les unes des autres, sur tous les messages, je veux dire, est-ce que vous avez entendu des non-spécialistes du sommeil parler aux patients de leur sommeil? Et que les gens arrivent avec des idées, vous voyez ces idées reçues-là, et vous dites, comme pour en nutrition, mais le problème c'est que, voilà. Donc, il y a à peu près dans la littérature entre 50 et 70 cercles vicieux qui ont été décrits dans la littérature, parce que la littérature en TCC,
Je veux dire, c'est les bases de la psychologie expérimentale, donc c'est très scientifique. Hein, il y en a un ici, vous voyez d'ailleurs, il y a des cercles vicieux simples et des cercles vicieux complexes. C'est-à-dire, les cercles vicieux faits de petits cercles vicieux. Donc là, vous avez le lien entre trouble du sommeil et mauvaises habitudes alimentaires et obésité. Voilà, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, mais pourquoi obésité, c'est bien un trouble du comportement alimentaire? Je dis, ah non, l'obésité, c'est tout sauf un trouble du comportement alimentaire. Et vous voyez, dans l'idée des gens, obésité, c'est un trouble du comportement alimentaire. C'est pas un trouble, c'est une morphologie. C'est un rapport poids sur taille au carré qui le définit un peu comme l'IH définirait l'apnée du sommeil avec d'autres subtilités. On me sort le truc des rugbymen qui seraient obèses, etc. Ça va, ça concerne. Franchement, l'IMC, il se trompe dans 5% des cas. Je voulais dire une chose, c'est que parfois il y a des patients qui obèses, qui viennent, et qui jurent qu'ils ne mangent pas assez pour qu'ils soient aussi gros. Bien sûr. Et il faut les croire. Bien sûr. Il faut les croire quand ils disent qu'ils trouvent qu'ils ne mangent pas assez pour être gros comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils ont tort. C'est leur perception des choses. Donc il faut les croire quand ils disent « ma perception des choses est mauvaise ». Et par contre, la réalité thermodynamique fait qu'ils mangent plus qu'ils ne brûlent à un moment donné, ils mangent autant qu'ils brûlent par la suite. Voilà. Mais ça, c'est évident. C'est une remarque qui est, disons, on voit une femme qui est 100 kilos, je mange rien. Par rapport à l'idée qu'ils se font de ce qu'il faudrait manger pour peser 100 kilos. Oui. Avec un témoignage, hein, on voit que sa fille vient avec elle et dit « Ah oui, mais docteur, c'est ce qu'il dit, c'est vrai, il mange rien. Oui. Et il grossit, tu joues comme ça. » Non, parce que en fait, ça fait 2 ou 3 ans qu'elle est à 100 kilos, parce que vous avez remarqué aussi, il y a beaucoup de gens, sauf si on fait vraiment de régime à la con, quand ils viennent nous voir en consultation à un poids donné, c'est le même poids, et il n'a pas bougé depuis 5 ans, et très certainement la grande majorité des cas, si on ne fait pas de conneries, il ne bougera pas non plus. C'est-à-dire que le corps les empêche d'aller plus bas, mais c'est comme si il les empêchait d'aller plus haut. Pourquoi certains vont s'arrêter à 100 kg, d'autres à 110, d'autres à 120, d'autres à 130? Parce qu'il y a le corps qui s'y met. Il y a de la physiologie, il y a une génétique, il y a de l'épigénétique. Une programmation. Et des reprogrammations. Oui, et à part ça aussi, on voit beaucoup de patients, comme l'a dit notre collègue, et la fille ou son fils est décédé, il a raison, il ne mange rien. Bien sûr. Et quand on pose la deuxième question, est-ce que vous bougez? Il dit non, il sort. Ben, bien sûr. Voilà. C'est vraiment les deux côtés de la balance. Et manger pas assez âgé, c'est dentaire et tout. Alors, vous savez que regardez, l'image de soi, l'état psychologique, la capacité de mouvement et le comportement alimentaire, vous avez prévu de poser la question est-ce qu'il bouge? Mais en fait, ce n'est pas indépendant. Tout est lié, tout est interdépendant. La capacité de mouvement, le comportement alimentaire qui jouent l'un sur l'autre. On sait par exemple, une activité physique en résistance augmente l'appétit et est au oxygène le lendemain. Une activité physique douce, régulière, qui tape sur l'oxydation des lipides est à l'oxygène. Elle diminue les grignotages sans qu'on donne aucune consigne aux gens. Donc je veux dire, quand on dit que c'est interconnecté, tout est vraiment interconnecté. L'activité, vous dites résistante, ça veut dire quoi? La course rapide. C'est du cardio. Là, alors, trop rapide, ouais. D'accord, vous allez taper dans les glucides, c'est un exercice hypoglycémiant. Et le corps, il n'en a rien à foutre de vous faire prendre 2 kilos s'il doit se sauver de l'hypoglycémie. Le corps, il a ses priorités, ce ne sont pas les mêmes que notre société. Lui, l'hypoglycémie, le corps, il va plus se mobiliser que la prise de poids. Tout comme il va plus lutter contre la dénutrition que contre la prise de poids. C'est tout est codifié. Ah ben c'est dedans, c'est dans le programme, il faut s'adresser aux grands programmeurs. Voilà. Et le deuxième cerveau, il a un lien? Ah ben, de toute façon, on sait que tout est interconnecté. Enfin, si on doit reproduire l'homéostasie du corps par un schéma, il va faire mal à la tête. Donc le tout, c'est pas d'essayer de tout comprendre, c'est de savoir où est-ce qu'on peut taper, où à un endroit, on peut jouer sur 30 trucs. Et là, c'est ce qu'on appelle les nœuds gordiens. C'est ça l'idée. D'accord? C'est ça qu'on cherche d'ailleurs en pharmacologie. En pharmacologie, on essaie d'aller toujours au sommet de la pyramide physiopathologique. Si dans la maladie de Basedow, vous connaissez dans l'hyperthyroïdie, si on avait de quoi stopper la source des anticorps, on n'aurait pas besoin de propranolol ou de néomercazole qui sont des médicaments intermédiaires. Le Graal, taper à la source, on ne l'a pas. Ah, si on l'a, on peut enlever la thyroïdie. Là, c'est sur les traits qui viennent de l'intérieur de la thyroïde. Donc si on l'enlève, mais bon, on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas très satisfaisant. Mais des fois, c'est la seule solution. Donc là, c'est pareil.
Et donc, ce que je vous propose, c'est que si, en fait, on voit, alors bien sûr, les atteintes cardiovasculaires, ils limitent le mouvement, pneumologique, locomotrice, mais aussi, quand je ne peux pas bouger, ça atteint mon image de moi, donc ça atteint mon psychologique, qui va jouer sur mon envie de bouger ou pas. Enfin, je veux dire, c'est cercle vicieux. On les connaît sans les connaître. C'est la dépression. Et même avant la dépression, c'est-à-dire que j'arrive pas à bouger alors qu'avant je marchais, sans être encore en dépression, parce que la dépression c'est un diagnostic médical précis, je me sens l'ombre de moi-même, quoi. Je me sens impotent, et on a le droit de se sentir comme un débris, sans être encore en dépression. Mais on s'y approche. Alors c'est vrai, la perte, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, la perte de poids, elle demeure essentielle pour lutter contre tout ça. Mais le problème, c'est qu'elle a donné chez les soignants surtout, ce que j'appelle le syndrome du Zaveka ou du Yaka. C'est-à-dire j'ai mal, je suis fatigué, j'ai du mal à bouger, enfin il y a toutes ces plaintes, et généralement ils ont du corps médical la même réponse. Vous n'avez qu'à maigrir, vous n'avez qu'à bouger. Alors à ce stade, ce jour-là, qu'est-ce que vous décidez de faire à la fin de cette deuxième consulte? Est-ce que vous lui donnez une feuille de régime? Ah, vous risquez péril, là. Elle est chaude. Est-ce que vous l'encouragez à reprendre la marche nordique? Pas la marche, non. La marche normale. Ou la marche normale? Pourquoi elle a abandonné? Elle a un genou en vrac. Donc voilà, elle ne peut pas retourner. Qu'il envoie un ami rhumato, ortho, médecin du sport. Voilà, ou enfin, qui fait tout pour soulager son genou. Voilà, donc on ne sait pas son genou, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Moi, ce que je sais, c'est qu'il ne ressort jamais de mon cabinet sans une ordonnance, je dis Doliprane, ibuprofène selon ce qu'il supporte, 20 minutes avant l'effort. Ah, curieux, je suis arrivé à marcher. Ouais, je leur dis, bon, vous marchez, maintenant vous allez avoir l'autre personne, parce que ce qu'il y a en dessous, je voulais soulager la douleur, mais pas le truc. Mais au moins, pendant ce temps-là, vous marchez. Voilà. Et puis, on va quand même dépêcher de s'occuper de ce qu'il y a à droite, parce qu'à force de compenser, sinon, ça va arriver à gauche. Hein. Donc, je veux dire, on lâche pas le truc, c'est pas t'es gros, t'as mal à genoux, t'as qu'à maigrir. Non, il y a un processus en dessous. Est-ce que c'est de l'arthrose? Mais quelquefois, c'est pas de l'arthrose. Des fois, c'est un ménisque qui s'est complètement déstabilisé. Des fois, c'est une rotule qui a lâché. Il y a plein, moi, quand mes copains ont dit diagnostic étiologique d'une gonalgie chez un obèse, et on dit, mais l'arthrose, c'est un de nos 10 diagnostics différentiels, et on ne fait pas du tout la même chose. Et ce serait chez quelqu'un qui n'est pas obèse, il aurait déjà eu son IRM, on lui aurait déjà dit, va consulter. Non, là, on lui dit, t'as qu'à maigrir. Est-ce que vous l'envoyez à un ami psychiatre? Tout de suite. Est-ce que vous lui parlez du tirzépatite? Parce que tout de même, ça pourrait lui faire perdre ses premiers kilos et améliorer son syndrome d'apnée du sommeil. On a. Est-ce que vous lui parlez du tirzépatite? Qui lui parle du tirzépatite? Oui, moi j'en parle. On a bien vu que chez les non-appareillés, on arrive quand même à avoir des... Oui, j'en parle, mais je l'envoie chez l'endocrino. Ah oui. En tout cas, c'est pour ça que j'ai bien voulu parler du tirzépatite. Et qui lui évoque la chirurgie bariatrique? Ça pourra guérir son SHOS. Pas tout de suite. On attend qu'elle maigrisse, qu'elle voit l'endocrino, qu'elle prenne son traitement, et on verra après ce qui reste et qu'est-ce qu'on pourrait... Il faut quelques mois de suivi. Quoi faire? Pour voir un peu si avec des conseils simples, bouger, etc., peut-être changer du comportement alimentaire, etc. Là, j'ai pas été vache, je vous ai mis l'IMC à 32. Hein. Mais c'est même pas qu'elle n'est pas dans les... C'est qu'en fait, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce que qu'elle ne soit pas dans les critères, je veux dire, on va pas se mentir, il y a 2 secondes de la caméra. On a tous appareillé des gens entre 15 et 30, même en France, enfin, je veux dire, on a tous appareillé des gens hors indication parce qu'on savait que ça allait marcher, et ça a marché. Vous parlez à quelqu'un qui a... Je me suis formé, en fait, à la polygraphie, pas la somnologie, la polygraphie en 2015. Donc, bien sûr, il dit, tu mets un polygraphe, je veux voir à quoi ça ressemble. Ok, 19 DH, vous avez 10 kilos de plus. 19 DH. Bon, je suis en forme. Je dis, allez, un PPC, bah non, je vais l'essayer cette nuit, parce que moi j'ai essayé de porter des pompes à insuline. Tout ce que je demande à mes patients, je l'essaye. J'ai pas mis d'insuline dedans, je vous rassure. C'est du sérum de fille. Je mets la PPC, je me réveille le lendemain, j'ai l'impression que j'avais sniffé un rail de coke. Même si je n'ai jamais sniffé de coke. J'ai dit, je la garde la machine. Et ça fait 11 ans.
que j'ai une PPC pour mon SH, OS modéré, et que la première personne qui me l'applique, j'ai un flan dans ma valise, je la mets, mais vraiment, quand je ne peux pas la mettre, c'est devenu ma petite drogue. J'ai de la chance, parce que je sais quand je vois les patients, parce que peut-être cet appareil, je me suis senti, enfin, c'était extraordinaire pour moi. Donc, tout ça pour dire quoi? Vous avez la pêche aujourd'hui. Ah bah oui, parce que je me shoot à coup d'appel pneumatique. Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on a tous appareillé des gens, cliniquement, ça nous semblait, moi, avec mon ami professeur Luca, qui est c'est toi, mais qui est surtout celui qui a rédigé les recommandations HS 2009, qui a fondé la Ligue contre l'obésité, qui est un otage, dans le secret de nos RCP, on ne faisait pas n'importe quoi, parce qu'on faisait des RCP, il était hospitalo-universitaire, en libéral, mais on ne faisait pas n'importe quoi, mais on a bien sûr opéré des gens qui n'étaient pas dans les critères et dont on savait qu'on leur rendait un service. Voilà. Je veux dire, les recommandations sont une chose, notre expertise clinique, et quand on motive bien et on a les moyens dans les secrets de consultation, de mettre le juste traitement à la juste personne. Donc, ce jour-là, c'est bien, je suis pile dans les temps, je voulais vous montrer en fait les deux chemins qu'on avait. 15 minutes. C'est parfait. Les deux chemins qu'on avait. Alors, vous lui donnez une feuille de régime, non. Marche nordique, pas sans expertise pour son genou. Oui, alors je mets en jaune ce que moi j'aurais fait ou ce que j'aurais pas fait. Voilà, discuter de l'envoi d'un psychiatre, après pas tout de suite, mais on sait que ça pourrait lui faire du bien, ce serait pas idiot. Et j'ai mis du vert en disant, mais j'aurais fait ça, mais en fait il y a deux chemins, il y a deux réalités. Voilà, la chirurgie bariatrique, non. Et vous l'encouragez à réaliser un bilan sanguin complet pour avoir une vue d'ensemble. Mais par contre, j'ai mis en bleu, peut-être que la présence de l'anomalie va la motiver. Et là, c'est pareil. Bon, d'abord, j'ai jamais vu que ça motivait quelqu'un, honnêtement. Vous avez une fibrose, d'accord, vous avez une nage, vous avez ça. À part faire peur aux gens, non, alors, attention, on a dit, voilà, il y a ça. C'est les conséquences. Je leur fais le petit schéma qui leur explique que l'insulino-résistance, ça donne plein de choses. Je dis, voilà, je fais un état des lieux avec eux. Mais jamais, au grand jamais, je ne veux que ce bilan les motive par la peur. Parce que ça marche qu'à court terme. On a l'impression tout de suite, ça leur a fait prendre conscience. Non, la peur est la plus mauvaise des conseillers en médecine. La plus mauvaise. Et même si à court terme, on a l'impression que ça a induit quelque chose, à long terme, c'est des gens, mettez une petite pastille bleue dans votre dossier de consultation en disant je l'ai motivé par la peur. Revoyez la personne 5-10 ans après, vous aurez oublié ça. Dites, putain, question observance, ça ne marche pas. Vous refeuilletez en arrière, vous trouvez la pastille bleue. Là, je suis entièrement d'accord avec votre attitude. En fait, c'est une patiente un peu spéciale, et les sages-femmes sont toutes spéciales. Et les sages-femmes, et les dans le domaine, moi j'irai avec la pointe de l'épingle avec elle. Pourquoi? J'ai mis 4 couleurs. Voilà. Petit la pour la gagner, et gagner sa confiance. Exactement. Et gagner son empathie. Et une fois qu'il est dans l'hôpital, etc., vous allez recueillir. Là, tu lui fais faire tout ce que tu veux une fois que tu as atteint ça. Alors moi, je pourrais commencer par, premièrement, lui faire éviter les apnées positionnelles, parce que la majorité du temps, il dort sur le dos. Ça, c'est la première des choses. Lui faire une rééducation linguale, parce qu'elle a une base de la langue assez grosse. Et lui faire un agenda de sommeil. Et je lui explique sur l'agenda de sommeil, voilà ce qu'il faut faire. Et puis on compare l'agenda de sommeil dans un mois. Et je verrai avec le docteur que c'est une cancer. Donc le temps va passer, le diagnostic, le courant va passer. Alors, tu fais passer le courant. Moi, je vous dis, ou alors de faire des choses, je vous ai dit tout à l'heure, vous appuyez sur un truc, vous regardez s'il ne peut pas par hasard agir sur 30 autres choses. Et avec le temps, on commence, si on fait comme ça, à le sentir. Alors, le chemin des traitements médicamenteux de l'obésité, c'est un chemin possible. Et pareil, c'est pas parce que c'est nouveau qu'il faut s'en méfier, etc. Le problème, c'est que c'est une épée à double tranchant, et je peux que vous dire où en est ma réflexion actuelle. Malheureusement, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas encore la solution. Parce qu'il y a du pour à court terme. L'amélioration holistique, elle est probable. C'est-à-dire qu'elle va se rendre compte qu'elle mangera moins, et que, en fait, ça ne lui manque pas, et qu'il y a comme la pièce d'un puzzle qui se complète. Il y a un niveau de preuve élevé dans l'apnée hypopnée-obstructive du sommeil, qu'elle soit appareillée ou pas appareillée, aussi bien sur la somnolence que sur l'IH lui-même. Et ça peut relancer la machine et mener un dialogue différent, c'est-à-dire ça peut lui lever des zones d'ombre que son niveau actuel et d'obésité et la vision qu'elle a du poids et son état général. Peut-être qu'on va avoir une personne un peu différente en face de nous à court terme.
Ça, c'est pas impossible. Et il m'arrive quelquefois de débloquer les choses après une évaluation en me disant c'est une des solutions. C'est pas une solution de facilité, c'est une des solutions, tout court. En revanche, à long terme, il est non remboursé. A priori, dans l'état actuel des connaissances, il faut le maintenir à long terme pour avoir le résultat. Il y a une reprise rapide si on l'arrête. Et s'il y a une reprise rapide, on dit ah bah c'est comportemental forcément, puisque la seule chose qu'on doit demander c'est le médicament. Donc c'est un retour de l'échec, de la mise en échec, et la reprise de poids, etc. Et donc vous voyez un peu ce qui est terrible, c'est que je t'offre le jardin d'Éden, tu vas les perdre, tes 10, 15, 20 kilos, mais maintenant tu es coincé, c'est-à-dire que maintenant, où tu sors ton argent tous les mois, et tous les mois, c'est pas 6 mois, 1 an, ça les gens mettent de côté, c'est à vie. Donc soit à vie, tu budgétises ça, et ça veut dire que le jour où tu es vraiment coincé, où ton enfant doit faire des études, etc., tu vas faire le choix entre ta santé et pas n'importe quoi, ta santé, cette reprise de poids rapide, plus rapide même qu'après un arrêt de régime, ou ça, donc, sans dramatiser la situation, il faut se dire que c'est comme si, comment dire, on risque de la coincer et de l'acculer financièrement. C'est assez terrible cette situation aujourd'hui par ce non-remboursement universel, j'ai envie de dire. Beaucoup. Alors, non. Alors, non, mais parce que ça dépend de la dose. Et je crois qu'on est bien à 500 € pour la dose de maintien du tirzépatide. Mais aux États-Unis, si vous avez, j'ai des amis à Lyon, si vous avez un dossier d'apnée sévère ou d'apnée modérée, documenté, la prise en charge de Mounjaro est à 100%. Aujourd'hui, par certaines mutuelles, dans certaines situations, et aujourd'hui, je ne sais pas si le truc va être maintenu tout le temps. Les gens qui ont une sécurité sociale. Aux États-Unis, oui. Non, mais même en France, on ne l'a pas ça. J'ai une amie qui est gynéco à New York. L'autre jour, elle m'avait envoyé un rapport d'une police auto d'une patiente. Je lui ai dit, mais il n'y a pas ton nom là, c'est toi. Elle est apnéique. Elle m'a dit, oui, j'ai fait. Elle a fait le test. Elle a pris pour que sa copine puisse avoir le Mounjaro. Mais coût économiquement, s'ils ont fait ça, c'est chez eux, parce que l'obésité est une ampleur de santé publique chez eux. Donc, ils ont fait coût économiquement, ça vaut le coup. Le problème en France, c'est que le coût économiquement, avec notre sécu qui est quand même bien plus, même s'ils s'y mettent maintenant à être un peu plus exigeants maintenant sur les arguments de traité, ils n'ont pas les moyens de contrôler, en fait, même pour la chirurgie bariatrique, ils n'ont pas les moyens de contrôler si les informations qu'on leur envoie sont vraies ou pas. Donc, je veux dire, nous, les IMC, allez boire 3 verres d'eau, et comme ça, je peux même imprimer ce qu'il y a sur la balance pour le coller dans le dossier. Voilà, on sait le faire. Donc, et surtout que c'est pas ça. C'est qu'on risque, je vais vous partager là dans les 5-10 dernières minutes les petits trucs que j'ai vus, mais il y a ce que j'appelle le syndrome de Capri. C'est quoi le syndrome de Capri? C'est un truc que j'avais décrit après la chirurgie bariatrique, selon la chanson Capri c'est fini. C'est après la chirurgie c'est fini. C'est-à-dire qu'enfin les gens à ce moment-là perdent du poids, 10, 20, 25 kilos, il leur arrive en 2 mois ce qui ne leur est jamais arrivé après des années d'échecs, d'humiliation. Le corps médical, ils n'ont qu'une envie, c'est de se barrer le plus rapidement possible et de ne plus les voir. Si on n'a pas préparé ça en amont, si on n'a pas développé une alliance thérapeutique, le patient, on le perd de vue. On le perd de vue parce qu'il n'a plus besoin de nous, parce qu'il a ce qu'il voulait. Et donc, avec les TMO, la possibilité, chez Acteur, c'est pas remboursé, je ne vais pas dire qu'on ne peut pas l'avoir sans ordonnance, mais trouver toujours quelqu'un sur une plateforme de téléconsultation qui, pour 30 € ou 300 dirhams, fera l'ordonnance et l'enverra. C'est 30 € facilement gagnés pour la personne qui fait la téléconsulte, sans responsabilité ni rien. Donc, avec les TMO, on aura la même chose si on n'instaure pas le truc. C'est quoi les TMO? Les traitements médicamenteux de l'obésité. Voilà. Ça pourrait être une solution. C'est une pièce du puzzle. Oui, et donc en attendant de faire de reprendre un poids idéal, de reprendre l'activité physique. Si seulement ça se passait comme ça dans le meilleur des mondes, qu'après un régime, on puisse faire le régime de maintien est l'idéal. Mais cette attitude, elle est foireuse dans 95% des cas. Et les traitements médicamenteux de l'obésité, les couples qu'on a ne font pas exception à ça. C'est pas aussi simple que de dire suffit de reprendre de l'activité physique
et d'une alimentation idéale. Non, malheureusement. C'est une pièce d'un puzzle, ces traitements médicamenteux. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui manquait. Et qui manquait d'un point de vue hormonal. C'est un traitement hormonal. C'est un agoniste, double agoniste des GLP1 et du GIP. Ça veut dire que les récepteurs sont plus stimulés que ce qu'ils sont en temps normal. Donc là, il n'y a rien de comportemental, il n'y a rien d'éducatif. Il y a... Voilà. Donc le traitement médical de l'obésité en France n'est pas pris en charge. Non. Si tu as la chance d'être diabétique, oui. Il faut attendre qu'il fasse son diabète et le prendre en charge. Après, faire son hypertension et la prendre en charge. Ou prescrire le sémaglutide 1 mg qui s'appelle Ozempic, oui. Même si on paye soi-même vos 80 €, Oui. le sémaglutide 1 mg qui s'appelle Wegovy, Oui. voilà, coûte à peu près 200 €. C'est dingue quand même, parce qu'une coloration grise d'un stylo par rapport à une coloration bleue peut coûter 120 € de plus, parce qu'il n'y a pas d'autre différence. Hein. Et là, c'est pris en charge. Alors, en tout cas, ça vaut 80 €, même pas pris en charge. Et pour la metformine, il est prescrit aussi pour l'insuline, c'est-à-dire l'insuline. Oui, bah, la metformine, franchement, aura MM, en AMM, tout le monde s'en fout, puisque coûte une boîte. Allez, ça va faire quoi, 1 à 2 kilos la metformine chez les gens répondeurs. Le traitement médicamenteux ici, il agit sur le SAUS, c'est via la diminution du poids ou bien... Ah, ça c'est une excellente question conceptuellement, et je crois que ça m'a tiqué hier. Il y a la réduction du poids, mais il y a aussi la réduction de l'insulinorésistance, très probablement. On sait que le SHOS, c'est pas que le poids brut, on sait que c'est surtout l'obésité abdominale. Donc c'est la répartition des graisses. Mais est-ce que c'est que parce que les graisses se sont logées autour des voies aériennes, ou est-ce qu'il y a quelque chose de chimique en plus? Voilà. De toute façon, le tirzépatide combat et le poids et la résistance à l'insuline. Donc, alors, quelle est la proportion d'efficacité d'un mécanisme ou l'autre, je ne sais pas. Un jeune hier m'a demandé est-ce que ça renforce la musculature? Non, ça ne renforce pas la musculature. Et la musculature, c'est pour ça qu'on a, ça j'ai pas détaillé, mais on a nos seuils d'alerte. C'est simple, les seuils d'alerte, parce que la médecine de l'amaigrissement, elle est très récente. On obtient des amaigrissements francs, massifs et durables à grande échelle, que depuis la chirurgie bariatrique. Donc la médecine de l'obésité, déjà, elle avait eu du mal à être conçue, mais il y a une vraie médecine de l'amaigrissement. C'est pas anodin de maigrir. C'est pas anodin ce qui se passe au niveau de la masse musculaire, au niveau du moral, au niveau des relations sociales. Il y a une vraie médecine de l'amaigrissement. Et dedans, alors, la chance qu'on a, c'est les critères utilisés pour le signal d'alerte, c'est les mêmes critères que pour la dénutrition. Alors, on sait qu'on peut être obèse, dénutri d'ailleurs, hein, si on fait une pathologie aiguë. Donc, on a les moyens, et il y a des médicaments en développement pour essayer de la masse musculaire. On perd de la masse musculaire qu'on maigrit, ça c'est normal. Je dirais que c'est les muscles qui servaient à soutenir, entre guillemets, c'est l'image éducative que j'utilise, la graisse, qui était en trop. Il ne faut pas qu'on perde trop de masse musculaire, et surtout, il ne faut pas qu'on la perde en fonction aussi. Le fonctionnement des muscles change. On repasse vers plus d'oxydation des lipides, ce qui est très bien, qu'en surpoids. On sait que plus on est en surpoids, plus pour le même niveau d'effort, on oxyde davantage les glucides que les lipides. La balance des substrats à l'effort, elle est perturbée, elle est minimisée dans le brûlage des lipides. Donc, pour les 5 minutes à venir, donc les petits messages, moi je vous conseille vraiment, en tout cas, mais j'aime beaucoup parce que dans cette visée holistique, de ne pas se focaliser sur le poids. De tous les messages qu'il y a eu, ça j'étais assez content. Il faut s'abstenir de leur dire il suffit de perdre du poids, même si c'est vrai. C'est-à-dire que là, tu as dit un truc, c'est-à-dire qu'on va soulager, en fait, tu as dit on va se gagner la personne. Tu as parlé de l'alliance thérapeutique sans le citer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on la récupère, il faut qu'on se l'approprie, il faut qu'on fasse le deal. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut soulager le plus de choses possible de la façon la plus simple possible au début. C'est notre accroche. Après tout, pour hiérarchiser nos priorités, il n'y a pas de dire qu'on veut gagner l'alliance thérapeutique est un petit peu filou. Alors je sais, je vous ai dit, il ne faut jamais mentir en médecine. Et personne n'a dit qu'on n'avait pas le droit d'être un peu astucieux, d'être un peu malin, tant qu'on obtient le résultat en respectant l'éthique. Si les premières mesures qu'on va prendre, c'est celles qui soulagent le plus la personne, c'est quand même notre boulot de soulager les gens. Donc non seulement, voilà, et j'aborde avec eux, c'est pour ça dans les 5 dernières minutes, je vais vous dire des trucs qu'on vous a peut-être jamais dit parce que les autres on les a déjà dit.
cette légitime impatience qui est tout bon. Moi, de toute façon, les gens sont impatients. Mais de toute façon, ils veulent perdre du poids rapidement et très vite. Ok, bah moi maintenant, je prends de front le problème. Je leur dis quoi? Parce qu'on est tenté d'attaquer directement le comportement alimentaire par chirurgie et agoniste GLP-1. Ah ben, Aganassia, tu viens de nous dire de les soulager tout de suite, ben on va leur faire perdre du poids tout de suite. En fait, pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont dire non, les règles, j'ai entendu ma collègue qui parlait des GLP-1, ah non, mais les règles hygiéno-diététiques, c'est le plus important. Mais ça, tout le monde va le dire et ça commence à m'insupporter parce que les gens qui disent ça, c'est le message, c'est bien comme il faut, c'est la bien-pensance. Ah, les règles hygiéno-diététiques sont... Mais parlons-en de ces règles hygiéno-diététiques ou, pardon, de ces modifications thérapeutiques du mode de vie. Parce qu'il faut bien leur changer de nom de temps en temps. C'est comme, on ne dit plus régime, on dit rééquilibrage alimentaire. C'est la même chose. Donc, c'est pas l'impatience, en fait, que les solutions conventionnelles prennent du temps. C'est surtout qu'aujourd'hui, je dis cache que ni le patient ni le soignant ne croient vraiment encore en ces solutions conventionnelles. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas tort quand on voit les études dans la littérature. Parce que ça marche à 5%. 95% échouent. Et excusez-moi, 95% dans une population, moi quand j'étais petit en biostat, on m'a appelé ça la norme. La courbe de Gauss, c'est quand 95% d'une population a un trait particulier. Donc 95% d'une population échoue à faire des régimes amaigrissants, très personnellement, ça me rassure. Ça veut dire que ces gens, ils sont normaux. C'est ceux qui sortent des 5% que je trouve pas normaux, personnellement. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est les maths. Ça n'est pas normal. L'échec, donc c'est la norme. Oui. Et ça fait 30 ans qu'on pousse nos patients à l'échec. Ça fait 30 ans qu'on a les preuves. Parce qu'il y a 30 ans, vous n'avez pas les preuves. Tout comme je vous rappelle qu'à 30 ans, on n'avait pas la preuve qu'équilibrer un diabète. C'était bon pour la santé des gens. On ne l'avait pas. Il n'y a que 93 des CCT, 98 pour le diabète de type 2, qu'on a la preuve scientifique sur laquelle nos pratiques reposent sur cette base. Que les régimes fassent grossir et soient délétères, on ne le savait pas jusqu'aux études de Guy Grand des années 90. Maintenant, on le sait. Donc maintenant, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. Alors vous me direz, ben, comment on fait? Ah ben oui, ben, déjà, comment on ne fait pas? Primum non nocere. Il faut partir du principe qu'il ne faut pas, sous couvert d'empathie, prendre les patients en pitié ou pour des idiots. Et il faut parler de cette impatience. Donc clairement, oui, là, ce coup-ci, on va faire différemment. Parce que, excusez-moi, madame, monsieur, et je leur dis avec un très grand sourire, jusqu'ici, tout ce que vous avez fait, ça a foiré. Donc on peut s'acharner à répéter ce qui a foiré. Personnellement, moi, je trouve que ce n'est pas très utile. Et pourtant, Dieu sait que nous autres êtres humains, mais qu'est-ce qu'on adore s'acharner sur des trucs qui ne marchent pas, parce qu'on ne se dit pas que ça ne marche pas, on se dit qu'on n'a pas assez fait. Et en plus, la stratégie du contre-pied, c'est-à-dire du on va faire différemment, moi, honnêtement, ça marcherait. Donc, qu'est-ce que je vous conseille vraiment? C'est de commencer par soulager les gens. Ça, de toute façon, je vous donnerai le diaporama. Ça, c'est juste ce que j'ai dit hier. De commencer à soulager d'abord tout ce qui est leurs complications, ok, avant de prendre le poids de front. Et ce qui est génial, et voilà, je vais vous montrer celle-là, 9h59, c'est parfait. Je vais vous montrer cette diapo, qui est ce que nous on fait. L'avantage, c'est que la médecine du sommeil fait partie de ce que j'appelle le premier rang. Et qu'en fait, si jamais on soulage, on ne se focalise pas encore sur le poids. Mais si déjà, tout ce qui est sommeil, tout ce qui est cardio pour son propre compte, c'est-à-dire on n'est pas encore obligé d'aller taper loin en ce qui concerne le sommeil, mais juste avec les outils directs, le traitement positionnel, la PPC. On m'a dit que c'était réversible la PPC. Il paraît qu'on a le droit de choisir ou pas de la mettre tous les soirs. Je veux dire, on n'aura pas greffé un appareil lourd à l'intérieur. Pneumo, rhumato, gynéco, imaginons même, il a une insuffisance cardiaque, inhibiteur SGLT2, IEC. Imaginons qu'il y a des douleurs, une petite infiltration, un antalgique avant l'effort. Voilà. Je souffre de l'image de moi-même parce que j'ai un syndrome des ovaires polykystiques, un peu de spironolactone, et je vais avoir moins de poils, mon image de moi va s'améliorer. Est-ce qu'on a parlé du poids pour l'instant? Pas du tout. Et en faisant ça, les gens vont mieux. Ils vont mieux au niveau du moral, de l'image de soi, et pareil, on peut mettre aussi des antidépresseurs. Des choses qui sont efficaces immédiatement, qui vont soulager, et on en parle avec les gens en disant, mais attendez, on sait très bien, pour l'instant, on sait très bien que ce n'est pas le tout. Et pour l'instant, on vous soulage.
Et là, les gens vont avoir un meilleur moral, une meilleure image de soi. Et le pire, c'est qu'en fait, en ayant moins mal, vous savez, par exemple, la douleur augmente la prise alimentaire. Parce que les endorphines, les gens se rendent compte inconsciemment, les endorphines libérées par la prise alimentaire diminuent inconsciemment la douleur. Et que, par exemple, les gens qui ont de la gastrite, j'ai déjà fait perdre 3 à 5 kilos avec des IPP à des gens. Parce qu'en fait, la douleur de l'ulcère ou la douleur de la gastrite se disent « Attends, j'ai une douleur au niveau de l'estomac, je mange, c'est soulagé. » C'était de la faim. C'était pas de la faim, c'était de la douleur. On est bien d'accord. Et bien, figurez-vous qu'on s'est rendu compte qu'en agissant sur tout ça, et on ne leur parle pas de poids, on ne leur donne pas de consignes, il n'est pas impossible qu'ils perdent déjà un peu de poids dans ce premier processus. Parce que tout est interconnecté. Donc, il suffit d'être tout simple, tout bête, de rassembler tous ces petits ruisseaux et de dire on soulage, on soulage, on soulage, on soulage, on soulage, on soulage, on soulage. Et ça, c'est facile à faire. C'est accessible dès les 2 premières consultations, dans cet esprit-là. Et là, on peut avoir un petit déblocage potentiel de la perte de poids. En plus, excusez-moi, celle-là, j'aime bien la montrer quand même. Je prends 1 minute sur le café à venir. C'est... Oui, c'est pour ça. Donc, je vais vous libérer, mais après cette dernière-là. Imaginez de la logique d'envoyer en appât, donc pour l'activité physique, quelqu'un qui est essoufflé, qui a mal, qui est complètement déconditionné. Allez-y. Et 1, et 2, et 3, et 4, et on plie. Imaginez d'envoyer dans une séance d'éducation thérapeutique un SAHOS non traité. Alors c'est gênant pour la personne, c'est gênant pour celui qui fait le groupe, c'est gênant pour les autres. En psy, quelqu'un qui a des troubles du sommeil non traités, qui a mal, à part ça, vous vous sentez bien dans votre peau? Ah mais le psy il va dire, mais qu'est-ce que tu m'envoies la tête? Soulage-la déjà ta patiente. Ou même à une diète, mais quelqu'un qui dort mal, qui va pas bien, etc. Il va dire, qu'est-ce que tu me l'envoies? Qu'est-ce que tu m'embolises ma consultation avec quelqu'un qui de toute façon n'est pas prêt encore? Donc c'est pour ça. Et ensuite là, une fois qu'on a tout fait, on peut travailler sur le comportement alimentaire, l'activité physique. Voilà. Et quand on a fait tout ça, eh ben on peut ensuite, bien sûr, discuter la chirurgie, les TMO. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous faire passer. Je vais vous libérer pour le Simpo, mais merci d'avoir participé. C'est vous qui avez fait tout le boulot. Est-ce que vous avez dans quel esprit? Donc vraiment maintenant, pragmatiquement, être holistique, oui, mais commencez par ce qui soulage immédiatement et par ce que vous savez faire. Voilà. Et accoquinez-vous avec des gens et travaillez avec des gens qui vont donner, par contre, ayez un corpus de connaissances communs. Formez-les à ce que vous savez sur le sommeil. Demandez-leur à vous former à ce qu'ils savent sur l'alimentation, que vous ayez le même message. Imaginez le patient, vous pouvez sortir de la salle maintenant, imaginez le patient, dites « Ah, vous allez voir mon copain un tel. Ah, lui, il va vous parler, vous allez voir ce qu'il va vous dire sur le chocolat. » Et il va chez l'autre. « Ah, ben vous avez vu pour le sommeil, il vous a parlé là pour la petite ceinture. Ah, il a raison. » Donc lui, il ne connaît pas le traitement positionnel, mais il sait que c'est bien. Il vous a parlé pour la petite ceinture, il a raison. Vous voyez, votre collègue va renforcer le message et il va dire « Bon, alors, nous, on ne va pas parler de la ceinture, on va parler du chocolat. » Ah, mais il m'avait dit que vous alliez me parler du chocolat. Et là, le patient, il sait que vous connaissez, que vous êtes complice. Mais vous êtes complètement cinglés les uns les autres. Oui, oui, on sait. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie.